Bonjour et bienvenue au cours de dessin de détail et d'ensemble. Cette semaine, au chapitre 4, nous allons parler des notions de base de dessin pour les fonctions d'assemblage. Donc, on va se servir du projet d'étau de perceuse que vous connaissez bien pour faire une démonstration d'assemblage et ainsi voir les fonctions importantes là, pour réaliser un assemblage quand même de base. C'est des fonctions qu'on va voir qui sont assez simples, des choses que vous connaissez peut-être de l'an passé. Donc, on va commencer par ouvrir des pièces en 3D, donc toutes les pièces qu'on a dessinées séparément. On va venir les assembler dans notre assemblage. Maintenant, la technique que moi j'aime faire, c'est d'ouvrir des pièces au préalable et ensuite, c'est plus rapide pour faire l'assemblage. Donc, je vais commencer par faire ouvrir dans SolidWorks. Et je vais sélectionner plusieurs pièces ensemble, comme ça va être plus rapide pour euh, l'ouverture des pièces. Donc, je vais avoir besoin de la butée écrou, de la butée fixe. Je vais avoir besoin de la tige, de la vis, des washers et des anneaux. Je vérifie si j'ai toutes les pièces nécessaires. Donc, la butée écrou, la vis, les tiges, l'anneau, washer et butée fixe. OK, donc j'ai toutes mes pièces que j'ai besoin pour commencer le travail. Je ne les ouvre pas toutes parce que là, j'en ai beaucoup. Je ne veux pas me retrouver avec trop de pièces chargées en mémoire pour rien. Donc, je vais commencer avec ceux-là. Puis si j'ai besoin, après, j'en ouvrirai d'autres. Donc, il va faire le travail automatiquement. Là, puis on voit qu'il ouvre toutes les pièces en série. Donc, c'est plus rapide qu'aller les chercher une à une, là, et les ouvrir séparément. Bon, moi, à partir de ça, je vais retourner sur la butée écrou. Ça va être ma première pièce que je vais utiliser. On peut l'agrandir. Donc, cette pièce-là va me servir de base pour faire mon assemblage. Donc, sachez que la première pièce qu'on va insérer dans l'assemblage, ça va être une pièce qui est fixe. Donc, c'est cette pièce-là qui va servir à aligner ensuite les autres pièces dans mon assemblage. Par défaut, le logiciel va aligner les plans de travail qu'on a ici avec les plans de travail de l'assemblage. Okay, donc, si votre pièce n'est pas bien alignée, comme on voit ici, là, mon plan n'est pas symétrique nécessairement, ce serait peut-être une bonne chose de réaligner la pièce comme il faut ou de la réaligner dans l'assemblage puis de la fixer après. Pour nous, ça ne changera pas grand-chose pour notre démonstration. Donc, ce que je vais faire, première fonction, c'est que je vais aller créer un assemblage à partir de la pièce. C'est un assemblage qu'on va travailler en pouces cette fois-là. On fait OK. Et puis ma pièce, ici je vérifie que ma pièce, c'est bien la butée écrou qui est sélectionnée dans ma liste et je vais confirmer avec OK. Excellent. Donc, il est venu insérer ma première pièce. Donc, on voit dans ma liste de fonctions ici que c'est la butée écrou qui a été insérée. Quand je clique dessus, ça devient bleu. Et en plus, j'ai la lettre F au début. Donc, cette lettre-là signifie que la butée écrou est fixée dans l'espace. Donc, si je la sélectionne avec le bouton droit, je pourrais la libérer si je veux. J'ai une fonction ici qui permet de libérer ma pièce. Et je pourrais la déplacer, la réorganiser, si on peut dire, son orientation. Et quand ce serait fait, je pourrais la refixer de nouveau. Maintenant, deuxième pièce qu'on va intégrer dans notre assemblage, c'est la vis. Donc, je vais me servir de la fonction insérer des composants. Donc, cette fonction-là, toujours importante dans les assemblages. Ici, je vais agrandir mes boutons pour que ce soit plus clair pour vous. Donc, insérer des composants ici, comme je vous dis, c'est une des fonctions les plus utilisées avec les contraintes. C'est les deux fonctions qui nous servent le plus souvent en assemblage. Et je vais aller chercher ma vis dans la liste ici. Donc, vous comprenez pourquoi c'est plus rapide d'avoir les pièces déjà chargées en mémoire. Je peux les voir plus rapidement. Je n'ai pas à aller parcourir dans les dossiers à chaque fois. Donc, ma pièce vis, elle semble être dans la bonne direction, orientée comme il faut. Si jamais vous voulez la réorienter différemment, je conseille de le faire au début. C'est plus facile après pour faire les contraintes. Donc, vous avez trois boutons ici en X, Y et en Z. C'est des rotations de 90 degrés qui vont se faire. Vous avez l'orientation ici dans le coin, donc avec le trièdre là, qui nous donne les orientations X, Y, Z.
Je sais comment je vais tourner ma pièce. Donc, si je veux la tourner en X, par exemple, ça va me faire une rotation de 90 degrés par clic. OK, donc là, elle est déjà bien orientée. Je la laisserai comme ça. Ensuite, les contraintes d'assemblage. Donc là, il y a deux façons de mettre les contraintes d'assemblage dans SolidWorks. Il y a une façon rapide, puis il y a une façon détaillée. OK? Donc, la première façon, qui est rapide, c'est de sélectionner les surfaces. Je sélectionne une surface, je tiens CTRL enfoncé au clavier. Et par défaut, le logiciel me donne une barre d'outils rapide ici, puis je peux choisir des contraintes d'assemblage. Par défaut, là, il va vous mettre celle qui est le plus probable, il va vous la mettre comme déjà présélectionnée ici. J'ai juste à cliquer dessus, c'est la contrainte coaxiale ici qui va s'appliquer. Et il va me faire l'alignement de ma pièce. Je vais faire CTRL-Z, puis je vais le refaire encore parce que je voulais vous parler de quelque chose d'intéressant. Donc, si je fais CTRL, je sélectionne mes pièces, coïncident. Avant de se déplacer avec la souris, regardez ce qu'il me propose ici. Il me propose d'inverser l'alignement des contraintes. Ça, c'est vraiment le fun. C'est nouveau depuis la dernière version de SolidWorks. Donc ça nous permet de réorienter la pièce si jamais il ne l'a pas orientée dans le bon sens. Donc si je pèse sur le petit bouton avec les flèches, voyez-vous, il vient changer l'orientation de la pièce. Moi, c'est correct comme ça. Donc je m'éloigne et le petit bouton disparaît. OK, je fais CTRL-Z. Ça. Et je vais vous montrer la deuxième façon de travailler pour créer des contraintes. Donc, la façon détaillée maintenant, c'est avec l'option contrainte, la fonction contrainte. Donc, j'ai juste à cliquer dessus. Et puis ici, je viendrai choisir au préalable, je peux choisir ma contrainte coaxiale. Et puis, je vais choisir mes surfaces par la suite. Là, je n'ai pas besoin de peser sur CTRL. Et là, vous voyez ici que dans cette barre-là, j'ai plus d'options disponibles, j'ai plus de choses que je peux faire. Puis ici, j'ai aussi quelques fonctions supplémentaires que je peux faire. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup plus de détails, mais pour certaines fonctions, c'est important de passer par ce chemin-là. Pour l'instant, dans notre démonstration, on va rester avec des contraintes très simples. Coaxial, coïncident, c'est les deux plus utilisées de nos contraintes. Et c'est comme ça aussi dans la vraie vie, là. Donc, les pièces en mécanique sont presque toujours assemblées. Des vis dans des alaisages, des surfaces qui vont rentrer en contact une avec l'autre. À peu près tout est construit comme ça en mécanique. OK. Fait que ça, c'est nos deux méthodes pour mettre des contraintes. Donc, soit la méthode détaillée avec la fonction contrainte, où je sélectionne les surfaces, puis le menu contextuel qui apparaît va me permettre de choisir des contraintes rapidement. Donc là, j'ai bloqué une direction. Donc, j'ai bloqué on peut dire, j'ai bloqué dans un sens la rotation. Maintenant, je vais amener d'autres pièces. Donc là, on va travailler sur des pièces séparées. Là, notre objectif, ça va être de créer un sous-ensemble qui va contenir toutes les composantes pour les tiges. Okay, donc, sur nos tiges, vous allez voir qu'on a beaucoup de choses qui vont être ajoutées. On va avoir des anneaux de retenue, des washers, des vis. Donc, tout ça va être comme un sous-ensemble regroupé. Je vais avoir juste à le réinsérer une deuxième fois, ce sous-ensemble-là, pour venir créer la deuxième partie qui va s'insérer de ce côté-là. OK. Maintenant, je vous donne un petit truc pour les assemblages. Ça semble quand même bien aller avec les nouvelles versions. Si jamais vous avez de la difficulté à sélectionner les composantes dans les assemblages, vous pouvez utiliser le filtre de sélection. Donc, dans le bas ici, là, un filtre de sélection, qu'est-ce que c'est? C'est que ça limite les sélections que vous allez choisir avec votre souris quand vous cliquez. Ça va les limiter à certaines géométries. Le plus utilisé en assemblage, c'est le filtre des faces. Et donc, si vous cliquez ici sur le filtre des faces, c'est comme un petit carré. Le logiciel vous permet juste de sélectionner des surfaces. Pour les assemblages, ça peut être important d'avoir, dans le fond, de sélectionner. La plupart du temps, c'est qu'on va sélectionner des surfaces, mais on pourrait avoir besoin aussi de sélectionner des arêtes. Là, à ce moment-là, il faudra désactiver le filtre des surfaces. Okay, je vous le dis, c'est juste un petit truc qu'on peut utiliser. C'est l'abréviation X au clavier. Donc, ça s'enlève et ça se met rapidement
avec la lettre X au clavier. Et puis, ça peut vous aider pour faire l'assemblage un peu plus facilement. Maintenant, on serait rendu à faire notre assemblage de la tige. Donc là, je vais vous montrer à quoi ça va ressembler quand on aura fini. En fait, il va manquer des vis en plus ici qu'on va rajouter à chaque extrémité, mais c'est vers ça qu'on s'en va. Donc là, je vais utiliser certaines fonctionnalités du logiciel, puis je vais venir ajouter la tige, ajouter les rondelles, etc., les anneaux. Et on va faire ça, vous allez voir, ça va être assez rapide. Donc, j'utilise encore une fois ma fonction insérer les composants. Cette fois-là, je vais prendre la tige. Et là, son orientation n'est pas bonne. Okay? Si on regarde la largeur de la butée écrou, comparée avec la largeur de l'épaulement sur la tige, on voit que c'est trop long de ce côté-là. C'est l'autre côté qui devrait aller. On le voit ici, là. Donc, c'est l'autre côté qui devrait être à l'extrémité de la butée écrou. Donc, je vais utiliser mes outils de rotation ici en Y pour faire une rotation de 180 degrés à ma pièce. Comme ça, comme ça. Et là, ma pièce est orientée dans le bon sens. J'aurais pu le faire autrement, avec des contraintes, etc. Donc, ça aurait pu fonctionner aussi, mais c'est plus rapide comme ça. Et voilà, je clique dans l'espace ici. On va l'assembler à côté de mon étau. Donc, on va faire un pré-assemblage. On va créer un sous-ensemble avec ça et on va le recopier une deuxième fois. Et ça va nous faire sauver du temps. C'est ça qu'on veut avec le logiciel. Sauver du temps, c'est important. Donc, on va insérer d'autres composants. Donc, je vais y aller avec les anneaux en E. Les anneaux en E, vous les voyez ici, c'est comme un snap ring. En anglais, on appelle ça un snap ring. Et qui vient s'assembler de façon radiale. Okay, ça veut dire qu'il va rentrer en position sur mon arbre. Et puis, je n'ai pas besoin de le sortir par l'extrémité. Ça, c'est un anneau axial. Quand ça sort par l'extrémité de l'arbre, ici, il va rentrer comme directement sur le côté comme ça. OK, donc vous avez pu le remarquer quand j'ai fait des mouvements avec la pièce. C'est une pièce qui va chercher à se positionner automatiquement à bonne place. Okay, regardez bien quand je m'approche. Du moment que j'arrive sur une surface cylindrique avec une arête, il va aller cliquer en place, comme ça. Si je l'insère une deuxième fois, dans l'autre anneau ici, voyez-vous, il va s'insérer soit sur un côté, tout dépendant, je me déplace, sur un bord ou sur l'autre, comme ça ou comme ça. C'est qu'en fait, lui, il va choisir une arête sur le bord ici, et il va venir aligner une arête qui est déjà spécifiée dans la pièce. Ça va venir l'orienter à bonne place. Donc, je vais vous donner le truc, comment le programmer, ça, dans vraiment pas long. Et puis, vous allez pouvoir le faire vous aussi pour toutes les pièces de quincaillerie. C'est intéressant d'ajouter cette fonctionnalité-là. Ça vient accélérer beaucoup le travail d'assemblage. Parce qu'on n'a pas à rajouter de contraintes. Les contraintes sont déjà là. OK, tout se fait vraiment rapidement. C'est ça qu'on veut. Ensuite, insérer des composants. On va aller choisir les rondelles aux extrémités. Je les ai appelées washer en anglais. Donc, encore une fois, la pièce est programmée. Quand je me déplace, et voilà, ça vient trouver sa position automatiquement. Je fais la même chose à l'autre extrémité. Une autre rondelle ici. Et voilà, c'est pas plus long que ça. Maintenant, il me resterait une troisième pièce à ajouter sur mes tiges. Donc, cette pièce-là, on va la retrouver chez notre fournisseur McMaster, qu'on connaît bien. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir dans Chrome. Je vais emmener mon onglet ici. Donc, je vais aller sur le site de McMaster, qui est notre fournisseur de quincaillerie préféré. Et puis là, je connais le numéro de la pièce. Okay, le numéro de la pièce, on l'a dans la description du projet. Si vous descendez plus bas dans la théorie, vous allez voir qu'on a un dessin d'ensemble complet avec tous les numéros des pièces. Bon, mon numéro de pièce pour la vis que j'ai besoin aux extrémités, c'est la 91 255 A 555. Donc, je n'ai pas à me creuser la tête trop. J'ai les numéros, donc ça va bien. Donc, cette pièce-là, c'est une vis à tête ronde. En anglais, ils appellent ça button head. Et puis, c'est une longueur de 5,8 sur une 1 quart 28.
avec une longueur de 5/8 de pouce. Et c'est une vis en acier, tout simplement. Donc, alloy steel, c'est en acier allié. Et puis, j'ai toute la description ici. C'est sûr que dans un projet de conception, ce serait bien de prendre une capture d'écran de ça, puis joindre l'image qu'on va copier dans notre document de conception. Là, pour l'instant, moi, ce n'est pas de la conception, c'est juste de l'assemblage que je fais. Donc, je vais aller cliquer tout de suite sur Download. Et vous voyez dans le bas ici, ma pièce est déjà téléchargée. Ça se fait très rapidement, ce n'est pas des gros fichiers. Donc là, il ne faut pas l'ouvrir directement à partir de ça. OK? Parce que la pièce est située présentement, elle a été téléchargée dans le dossier de téléchargement. Ce dossier-là, ce n'est pas mon dossier de travail. Donc, c'est important que mes pièces suivent mon projet. Donc, je dois copier cette pièce-là avant dans mon dossier de projet. Je m'en viens ici, je fais afficher dans le dossier. Dans mon dossier de téléchargement, je vais aller copier la pièce ou je peux la couper, c'est comme vous voulez. Et je vais retourner, dans le fond, sur mon dossier de projet qui était déjà ouvert ici. Donc, j'ai mon dossier de projet et je vais venir copier ma pièce. Copier-coller. Bon, cette pièce-là, c'est le fun parce que c'est une pièce en 3D, je n'aurais pas besoin de la redessiner. Maintenant, il faut faire attention, il y a quelques problèmes avec McMaster. Okay? Eux, ils vont nous fournir des dessins 3D qui sont très détaillés, trop détaillés pour ce qu'on a de besoin. Donc, je vais l'ouvrir, vous allez comprendre. Donc, si je double-clique dessus, donc cette pièce-là, okay, très détaillée, j'ai un filet détaillé. Ce filet-là, moi, je ne l'aime pas, je vais carrément l'enlever. Okay? On n'a pas besoin de voir ça dans nos assemblages. Je vais faire bouton droit, je vais supprimer cette fonction-là. C'était dans le dossier Threads que j'ai agrandi. Je suis allé chercher la fonction, puis je l'ai supprimée tout simplement. Ça ne devrait pas créer de problème majeur. Il y a certaines pièces qui sont un peu plus complexes, qui ont des équations, des choses comme ça. Donc là, il faut y aller avec un peu plus de discernement. La plupart du temps, les boulons, très facile. On va dans la section des filets. Il y en a qui ont une section filet, il y en a qui n'en ont pas. On trouve la fonction d'extrusion qui permet de faire l'hélice des filets, puis on enlève ça. Maintenant, la deuxième modification que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans les options. On va aller dans les propriétés du document, dans la section qualité d'image. Là, ce que vous voyez, c'est que la qualité d'image pour les boulons, McMaster, il nous met ça vraiment trop précis. OK? Donc, nous, on va aller baisser la qualité d'affichage parce que ça demande beaucoup de ressources à l'ordinateur pour générer ces images-là. Là, on va faire OK là-dessus. Là, c'est normal, si vous voyez que la vis a l'air un petit peu plus carrée dans son affichage, c'est qu'on vient de simplifier justement l'affichage de la pièce. OK. Dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va rendre la pièce un peu plus intelligente. C'est qu'on va spécifier au logiciel comment elle va s'assembler dans l'assemblage. Quand on va l'amener pour qu'elle vienne prendre sa place automatiquement, comme on a fait avec les anneaux qu'on avait tout à l'heure, puis les rondelles. Donc, vous allez aller dans la section géométrie ici. Vous allez choisir référence de contrainte et vous allez cliquer sur cette arête-là ici qui est à la base de la tête de la vis. Là, je confirme ça avec OK. Pas plus compliqué que ça. J'ai juste un clic à faire. Choisir cette arête-là ici qui est à la base. Okay, pour à peu près toutes les vis, c'est comme ça qu'on va travailler. OK, maintenant, je laisse la pièce ouverte. Je vais la sauvegarder. Version antérieure, on enregistre ça. Et je vais aller réouvrir mon assemblage. Okay, c'est important de la laisser ouverte. Ça va nous faire sauver du temps. Je fais insérer des composants. Puis dans ma liste, ma pièce est là. Ma vis est déjà présente dans ma liste parce que je l'ai laissée ouverte. Et je vais me déplacer. Puis la vis va venir s'insérer automatiquement ici à la bonne place. Du moment que je touche à l'arête de contour ici, la pièce va venir se coller, si on peut dire, à cette arête-là. Comme ceci. Si jamais, quand vous insérez une pièce, la pièce n'est pas bien orientée, supposons que ça donne quelque chose comme ça. Faites-vous-en pas, c'est pas compliqué. Pesez sur le bouton Tab au clavier. Donc, le bouton Tab qui est situé du côté gauche de votre clavier, c'est les deux petites flèches inversées. Et on replace la pièce, et voilà,
Pas plus compliqué que ça. Donc, ça vient comme inverser le sens de la flèche. Fait que là, comme ça, on a réussi à assembler ou à faire comme un pré-assemblage de notre tige qui contient tous les éléments nécessaires. Maintenant, deuxième nouveauté aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer comment insérer un composant d'assemblage. Okay, donc, on va aller dans le menu Insertion, Composant, et vous allez m'insérer un nouvel assemblage dans cet assemblage-là. Oh, il me dit qu'il faut que ce soit enregistré avant, pas de problème. Donc, on vient enregistrer ici. Je vais l'appeler un nom différent ici. Tiens, je vais l'appeler assemblage 2. C'est un assemblage en pouces. Ça, c'est pour mon nouveau sous-ensemble. Et lui, je vais l'appeler sous-ensemble tige. J'avais déjà quelque chose qui ressemblait à ça. On va l'appeler sous-ensemble tige 2 pour pas qu'il y ait de confusion entre mes fichiers. Donc là, mais vous, si vous le faites en même temps que moi, là, vous allez avoir juste un sous-ensemble, c'est le nouveau que vous faites. OK, si j'agrandis ce sous-ensemble-là que je viens de faire, ce qu'on voit, c'est que c'est vide. Okay? Il n'y a pas de pièces encore dans mon sous-ensemble. Ça va être à moi de prendre les pièces que j'ai dans ma tige, puis de les copier, pas de les copier, mais de les déplacer vers ce sous-ensemble-là. Okay? Donc, très facile. On va aller sélectionner notre tige avec CTRL au clavier, l'anneau, les deux rondelles et les deux vis. Okay? Donc, tout ce paquet-là de pièces, je vais cliquer dessus. Une fois que c'est sélectionné, je tiens mon bouton gauche. Je vais déplacer mes pièces vers le nouveau sous-ensemble. Vous allez voir que le curseur va devenir une flèche, comme une flèche vers la gauche. Et je lâche mon bouton sur le sous-ensemble que je viens de créer. Là, ce que ça vient de faire, vous l'avez vu, la liste a changé. Toutes les pièces que j'avais qui étaient indépendantes, ils sont devenues comme regroupées dans mon sous-ensemble de tiges. Ça, c'est extraordinaire parce que ça me permet de sauver beaucoup de temps. Quand j'ai des pièces qui sont doublées comme ça, donc des sous-ensembles de pièces, des groupes de pièces qui se répètent souvent dans mon assemblage, mais je suis capable de les copier rapidement. Ça, c'est une chose. L'autre avantage aussi que vous avez en faisant ça, c'est que vous pouvez, à partir de maintenant, vous allez être capable de prendre des pièces qui sont dans un sous-ensemble et de les déplacer ailleurs dans d'autres sous-ensembles. Okay? Parce que quand on conçoit des systèmes mécaniques, on ne sait pas tout le temps comment comment les pièces vont se séparer, si on peut dire, là, dans notre assemblage. Okay? Donc, tout dépendant de l'évolution de la conception, des pièces qui peuvent être assemblées dans un sous-ensemble ou dans un autre. Et puis, ça va être facile de changer ça par la suite. OK. Sans plus tarder, on continue avec notre assemblage. Donc là, pour que ça s'assemble facilement, je vais aller l'ouvrir. Okay, donc, vous voyez que j'ai un fichier qui a été créé réellement sur le disque dur. J'ai un fichier qui contient toutes ces pièces-là, qui est un assemblage de ma tige et des pièces qui vont avec. Et puis, je pourrais même ici rajouter une référence de contrainte, encore une fois. Et puis, je pourrais la mettre à la base de ma vis ici, comme ceci. Et l'assemblage va se faire par rapport à ça. Donc, si j'avais à l'insérer vraiment beaucoup de fois, ce serait rapide pour le faire. Donc, je retourne à mon assemblage, je fais insérer des composants et mon sous-ensemble de tiges, je vais venir l'insérer ici. Puis là, vous voyez, il est dans le mauvais sens. Pas plus grave que ça, je fais Tab au clavier pour changer ma direction. Ma deuxième pièce qui est ici, je peux venir l'insérer avec des contraintes. Celle-là est déjà là, fait que je ne peux pas me servir de mes contraintes qui sont préprogrammées parce qu'elle était faite avant celle-là. Donc, j'aurai une contrainte coaxiale ici et je peux mettre une contrainte coïncidente sur mon extrémité, comme ceci, pour que ce soit bien assemblé. Excellent.
Donc, par la suite, il me resterait juste à assembler ma butée mobile, ma butée fixe, les composantes qui viennent au centre ici, etc., etc. Il y a un truc que je vais vous donner tout de suite qui pourra vous aider à faire l'assemblage plus tard, c'est d'utiliser les coupes, les vues en coupe. OK? Donc, ce bouton-là ici va me permettre de couper ma pièce dans différentes directions. OK? Je peux, en me déplaçant avec les flèches ici, je peux aller chercher des plans de coupe, déplacer mon plan de coupe. Si je clique sur des surfaces de ma pièce, je suis capable de couper dans une autre direction, etc., comme ceci. Et ça me permet parfois de faire de l'assemblage de pièces qui sont à l'intérieur de d'autres pièces, qui sont cachées à l'intérieur. Ça, c'est pratique pour ça. Euh, et puis, aussi pour visualiser les pièces. Donc, à la fin, là, quand je vais vous demander dans certains exercices, pour l'assemblage ici, je vais vous demander de couper la pièce dans le milieu. Donc, c'est avec cette fonction-là ici qu'on va faire ça. OK, donc ça va. On avance dans notre théorie. Pardon. Excellent. Donc là, j'avance dans ma théorie ici, parce que là, moi, je ne suis pas exactement ce qui est dans la théorie, mais ça revient pas mal au même. OK, on serait rendu à faire une modification de notre assemblage de certaines pièces, puis on va voir comment faire ça. Ça, c'est majeur aussi dans la conception. On va se servir de ça vraiment beaucoup. Donc, quand vous faites de la conception, il y a des pièces qu'on n'est pas certain en commençant de la forme qu'ils vont avoir ou des dimensions qu'ils vont avoir. Souvent, on fait des choses à peu près et on les corrige au fur et à mesure qu'on avance dans l'assemblage. Donc, pour modifier une pièce qui est déjà dans l'assemblage, okay, on pourrait ouvrir la pièce, puis modifier ses distances, ses dimensions, etc. Comme par exemple ici, j'ai une pièce qui mesure 2 pouces, centre ensemble des trous. Je pourrais la mettre à 1,5. Là, ça viendrait déplacer mon perçage. Et puis quand je retourne à mon assemblage, on voit que lui, il a fait la mise à jour. Donc, il a modifié les positions dans l'assemblage en fonction du perçage que j'ai fait. Pardon. Donc, ça, c'est une première façon de faire pour faire des modifications de pièces. Deuxième façon, que moi je préfère de beaucoup, c'est d'éditer la pièce en cours d'assemblage. Okay? Donc, si on sélectionne une surface de la pièce, on s'en va sur éditer la pièce. Vous allez voir que notre pièce va rester opaque et tout le reste de l'assemblage devient transparent. Okay? C'est pour signifier qu'on travaille vraiment sur cette pièce-là. Puis ensuite de ça, si vous regardez les fonctions que j'ai en haut ici, toutes les fonctions, c'est des fonctions de pièces. Okay? Ce n'est plus des fonctions d'assemblage que je vais avoir à l'écran, c'est vraiment des fonctions des pièces. Donc, moi ici, je pourrais sélectionner un alésage comme j'ai fait tout à l'heure et je pourrais facilement modifier des dimensions. Supposons, on va mettre ça à 2 pouces. Et puis là, quand je fais retourner ici dans le coin en haut à droite, eh bien, il va retourner à l'assemblage et il va faire la modification dans l'assemblage aussi. Ça se fait automatiquement. OK, donc ça, c'est le fun. On est capable d'éditer les pièces rapidement. Donc, si je voulais, par exemple, changer la longueur d'une tige, j'aurais juste à cliquer ici, faire éditer ma pièce. Puis je pourrais modifier mes dimensions. Supposons ici, mettre ça à 8 pouces, etc. Puis faire OK là-dessus. Quand c'est terminé de modifier, je peux faire retourner, si on peut dire, à l'assemblage ici. Et voilà, je retourne au monde de l'assemblage. On peut rapidement passer du monde des pièces au monde de l'assemblage. Et voilà. Donc, on serait rendu à la portion exercice. Donc, moi, ce que je vous demande cette semaine, ça va être de compléter l'assemblage de l'étau. Donc, si vous avez fait une partie avec moi, tant mieux, vous avez déjà une portion de faite. Sinon, commencez du début, insérez les composantes comme j'ai fait, suivez vraiment étape par étape et continuez plus loin, c'est-à-dire assembler tout le restant des pièces qu'il y a à faire pour notre assemblage d'étau. Vous avez à la page suivante un dessin d'ensemble ici qui vous donne les numéros des pièces, les numéros de la quincaillerie à importer de McMaster.
et la façon d'assembler les pièces, là, vous l'avez ici, là, quelle pièce va dans quel ordre, etc. Euh, Ce que je vous demande de faire une fois que c'est terminé, donc on ne fera pas une mise en plan de ça. Vous allez juste enregistrer une vue extérieure, donc directement à partir de mon dossier d'assemblage dans SolidWorks. Je vais faire enregistrer en PDF. J'aimerais ça que vous me fassiez une vue extérieure, comme ça, et une vue en coupe 3D, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ça va nous permettre de voir les composantes qu'il y a ici à l'intérieur. Je veux savoir si vous faites bien ça. Et puis, ensuite de ça, quand ce sera fait, donc les deux vues que vous allez avoir en PDF, les deux fichiers, vous pourrez les copier sur Léa. Maintenant, on a un deuxième petit projet, c'est le moteur d'avion. Donc, on va faire la même chose, mais cette fois-là avec le moteur d'avion. Donc, je vous ai donné un dessin d'assemblage ici. Vous avez dans le dossier de pièces du moteur d'avion, vous avez toutes les pièces internes. Donc, les pièces extérieures comme l'hélice, le carburateur, le muffler, etc., vous ne les avez pas, ceux-là. Donc, vous avez seulement que les pièces internes, comme le cylindre, la chemise, la tête de moteur, le piston, bielle, etc. Donc, vous avez toutes les composantes qui permettent de faire l'assemblage, le bloc de moteur. C'est pour un petit moteur d'avion téléguidé, là. Donc, c'est un petit moteur, je ne sais pas combien il y a de cc, c'est pas gros. Et puis, c'est un moteur qu'on a déjà fabriqué, ça, au département de mécanique. Donc, quand vous aurez assemblé ça, je vous donne d'autres vues ici là, pour vous permettre d'assembler le moteur plus facilement. Quand c'est bien assemblé, vous pouvez faire tourner le moteur puis voir le piston, etc., qui bouge. C'est quand même intéressant. Et puis, quand vous aurez terminé ça, comme je vous avais expliqué, c'est de faire une vue extérieure, une vue en coupe, que je vois les pièces à l'intérieur, et vous enregistrez ça en PDF pour copier sur Léa. Ça complète pour cette semaine.